Je devais faire un discours à l'université de Los Angeles. Il s'adressait à la diaspora arménienne de là-bas. J'ai commencé à écrire mon discours avec certains mots en arménien. Et j'ai continué en écrivant « Je comprends votre douleur, je partage votre douleur. Je suis venu ici pour partager votre douleur. » Et puis je me suis arrêté un moment et je me suis demandé « De quelle souffrance s'agit-il? Allez, vas-y, donne-lui un nom. » Je me suis dit « C'est bien de la souffrance du génocide dont on parle, n'est-ce pas? » Le mot génocide, je l'ai écrit plusieurs fois, puis je l'ai barré. Puis je l'ai encore réécrit, puis je l'ai barré à nouveau. Alors je me suis interrogé, pourquoi moi, Hassan Cemal, ai-je un problème avec ce mot génocide? Je me disais, mais pourquoi fuis-tu ce mot? Si c'est ainsi que tu penses, écris-le. Car ce qu'ont vécu les Arméniens ottomans en 1915 et 1916 a été planifié et appliqué de manière systématique. C'est un génocide. Constantinople, 1915. L'Empire ottoman est en pleine déliquescence et perd des pans entiers de son territoire. De cet empire qui meurt, va naître une république qui va s'en prendre à ses minorités ethniques et religieuses. Les 2/3 de la population arménienne de l'Empire seront exterminés. Si en Turquie le déni demeure toujours très puissant, la reconnaissance du génocide commence à faire débat. Un siècle après, des voix s'élèvent enfin pour lever le voile sur cette période trouble de l'histoire, à l'image d'Hassan Cemal, petit-fils d'un des principaux responsables du génocide. Cemal Pacha était mon grand-père. Il était l'un des 3 leaders du comité Union et Progrès, cette organisation qui a joué un rôle important dans le naufrage de l'Empire ottoman. Quand on en parlait, on l'appelait Papi Pacha. Et bien sûr, on était très fiers de lui. Ici, nous nous trouvons dans la gare d'Edar Pacha. Quand on parle d'Edar Pacha, c'est bien entendu un lieu qui a une très grande valeur symbolique à cause des événements du 24 avril 1915, du génocide arménien. Juste avant le génocide, on a voulu faire taire les intellectuels arméniens. Car les intellectuels, les écrivains, les artistes sont les vaisseaux sanguins d'une société. Gare d'Edar Pacha. C'est d'ici, sur la rive asiatique du Bosphore, que sont partis les premiers déportés du premier génocide du XXe siècle. Nous sommes le 24 avril 1915. Istanbul s'appelle alors Constantinople. Cette date a été très rapidement considérée comme l'acte fondateur de démarrage de ces violences de masse. Tout simplement parce que ce jour-là, les autorités ottomanes ont décidé d'arrêter l'ensemble de l'élite arménienne. Vous avez dedans non seulement la classe politique, les députés au Parlement ottoman, mais vous avez les principaux avocats, des hommes d'affaires, les journalistes connus, des écrivains. L'ensemble de l'élite est arrêté et déporté et va être exécuté dans des endroits isolés au cours des semaines qui vont suivre. Le 24 avril 1915, c'est une rafle.
C'est une rafle un peu comme le Veldiv, mais différente, puisque c'est une rafle très, très ciblée sur environ 2500 intellectuels, des leaders en quelque sorte de la communauté arménienne. C'est donc pour cela que c'est pris comme étant la date du début du génocide. La circulaire 3052, datée du 24 avril 1915 et signée par le ministre de l'Intérieur Talat, ordonne aux autorités militaires et aux administrations de l'ensemble de l'Empire ottoman d'arrêter les élites arméniennes locales. On peut dire que c'est le lancement officiel des opérations. À l'origine de cette décision, un trio d'officiers de l'armée ottomane que l'on appelle les jeunes Turcs, Talat, Enver et Cemal Pacha, forment le triumvirat qui va planifier le génocide des Arméniens. Moi, Hassan Cemal, petit-fils de Cemal Pacha, en tant que tel, je devenais un centre d'intérêt. Par ailleurs, étant journaliste, quand je devais prendre un rendez-vous avec un homme d'État, par exemple, le fait d'être le petit-fils de Cemal, notamment dans les premières années de ma vie professionnelle, m'a beaucoup servi. Et ça, je ne le nie pas. Quand je regarde cette photo, j'y vois et la grande histoire et celle de ma famille. Mais j'ai tracé une ligne entre les deux. Quand on parle de l'histoire, ce trio est toujours appelé Enver, Talat et Cemal, mon grand-père. Ce sont les trois dirigeants d'Union et Progrès. Ce sont eux qui ont pris le pouvoir et instauré une dictature dans la dernière période de l'Empire ottoman. À son apogée, l'Empire ottoman s'étendait sur 3 continents. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, il se réduit comme une peau de chagrin. Il perd 80% de ses territoires en Europe. Les minorités aux marges de l'Empire sont entrées en guerre contre le pouvoir de Constantinople. Elles réclament leur indépendance et obtiennent le soutien des démocraties occidentales. In the patchwork kingdoms of the Balkans, the old army game was never interrupted by the passing of the centuries. King Ferdinand of Bulgaria was called the Fox of the Balkans. L'idéologie nationaliste gagne l'élite ottomane, tandis que l'Empire subit une succession de défaites, prélude à une cuisante déroute dans les Balkans en 1912. C'est dans ce contexte qu'émergent les jeunes Turcs, qui renversent le sultan et s'emparent du pouvoir en créant le comité Union et Progrès. Ils règnent bientôt sans partage, se radicalisent et imposent une assimilation forcée aux différents peuples qui composent ce qui reste de l'Empire. On passe d'un système impérial, multiethnique, pluriculturel, à un système État-nation. La volonté du comité Union et Progrès, les jeunes Turcs, est de transformer l'Empire ottoman en État turc. Le monde change autour de l'Empire et ces changements vont avoir des conséquences sur les relations intercommunautaires et sur le statut de tout un chacun. Les dirigeants du mouvement jeune turc sont passés d'un bord plus politique, légaliste, intellectuel, à un bord militariste et beaucoup plus violent et beaucoup plus nationaliste. Installés depuis plus de 3000 ans sur ces plateaux stratégiques, au carrefour des empires, des routes de commerce et d'invasion, les Arméniens vivent sur ces terres d'Anatolie orientale en parfaite harmonie avec les autres peuples de l'Empire ottoman. Au début du IVe siècle après Jésus-Christ, le royaume d'Arménie est le premier État à adopter le christianisme comme religion officielle. 16 siècles plus tard, ayant su préserver leur identité culturelle et religieuse, les Arméniens sont stigmatisés par les musulmans. Victimes de la montée du nationalisme et du panturquisme, ils deviennent alors les ennemis de l'intérieur. La place des Arméniens au sein de l'Empire est remise en cause. Avocate, militante des droits de l'homme, Fethiye Çetin est une ancienne prisonnière politique très engagée dans la société civile. Sur la fin de sa vie, sa grand-mère lui raconte ses origines cachées. Elle lui révèle qu'elle est arménienne,
survivante du génocide de 1915. Un choc pour Fethiye, qui s'est toujours crue turque. Aujourd'hui, elle se bat pour la réhabilitation de la mémoire arménienne et pour une autre citoyenneté en Turquie. Elle revient sur les traces de son passé dans le village natal de sa grand-mère. Ces fontaines sont d'architecture arménienne. On les appelle des fontaines à compartiments. Elles sont utilisées comme un lavoir. Ce sont les fontaines du village. Et la maison de ma grand-mère maternelle se trouvait non loin d'ici. Ma grand-mère, dans son enfance, venait puiser de l'eau à cette fontaine. Sa mère, il avait son linge, ses kilims. Jusqu'à l'âge de 9 ans, ma grand-mère vivait dans ce village. Elle était l'aînée de la famille Gadarian. Ce village avait 2 églises et 2 écoles. Ma grand-mère allait à l'école dans l'une d'elles. Elle avait des souvenirs très agréables de sa vie ici. C'est évident que jusqu'à ses 9 ans, elle a eu une enfance très heureuse. L'Empire ottoman est un empire multinational, multiracial, multiethnique, et les Arméniens occupent une place très importante, déjà démographiquement, puisqu'ils sont présents pratiquement partout dans l'Empire, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, dans la capitale, bien sûr, et à l'est plus qu'à l'ouest, puisqu'il y a en tout cas 6 provinces, qu'on appelle les 6 provinces de l'Est, qui sont à majorité arménienne. Donc c'est une population bien implantée, d'ailleurs qui est là bien avant les Turcs. C'est un peuple qui est local, autochtone, et qui s'est très facilement adapté à la présence ottomane. L'intégration des Arméniens et la présence des Arméniens, elle se joue à 2 niveaux. Il y a un premier niveau supérieur, si vous voulez, qui est l'intégration par le haut, par la fonction publique, par l'administration et par l'État. Et puis, vous avez la masse de la population arménienne qui, en fait, se distingue assez mal de la masse de la population musulmane, puisqu'elle est essentiellement faite de paysans, de fermiers et de petits artisans, aussi bien en milieu urbain que dans les villes de province. Le profil de la population arménienne ressemble énormément au profil de la population musulmane. L'Empire ottoman se définit de manière très hiérarchique par une sorte de division de la population en musulmans et non-musulmans. Les musulmans sont supérieurs, c'est ceux qui comptent. Les non-musulmans, tout en étant libres d'exercer leur foi, etc., ne sont pas sur un pied d'égalité. Les Arméniens ont toujours été traités comme étant, disons, des sujets de 2e classe. C'est ce mélange qui devient de plus en plus explosif. D'une part, une population non musulmane qui est opprimée parce qu'elle n'a pas la possibilité d'exprimer son identité nationale, et d'autre part, une population musulmane qui est déjà aigrie par les défaites sur le front russe et sur le front européen. C'est là que commence en quelque sorte la question arménienne. La guerre a constitué la condition essentielle pour que les jeunes Turcs puissent mettre en œuvre le génocide contre les populations arméniennes. 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Après une certaine hésitation, l'Empire ottoman, déjà en guerre dans les Balkans, s'engage auprès des puissances centrales, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, contre celles de l'Entente, la France, l'Angleterre et la Russie. Freiner l'expansionnisme russe au Caucase devient alors un impératif absolu. Piégée par l'hiver, l'armée ottomane subit une cuisante défaite à Charikamish. En janvier 1915, on dénombre la mort de 80 000 des 100 000 soldats ottomans présents sur le front russe. C'est la débâcle.
Sur le chemin du retour, les soldats se vengent sur les populations arméniennes. Pourtant, les Arméniens étaient largement intégrés au sein de l'armée ottomane, mais le ralliement d'une poignée d'entre eux qui a rejoint l'armée du tsar servira de prétexte pour accuser la communauté arménienne tout entière de trahison. Les conscrits arméniens sont désarmés. Quelques semaines plus tard, ils seront tous exécutés. Nous sommes le 18 avril 1915. Dans la région de Van, le berceau historique de l'Arménie, 60 000 Arméniens sont massacrés. Les survivants se replient à Van où ils résistent et essaient de sauver la ville en attendant que les troupes du tsar viennent les libérer. Qualifiée d'insurrection, l'autodéfense de Van servira encore de prétexte pour déplacer les Arméniens dans l'ensemble de l'Empire. Dans les 6 provinces arméniennes, le scénario est le même. Les hommes sont massacrés sur place, les femmes et les enfants envoyés en déportation. Ma grand-mère, qui était l'enfant de la famille Gadarian, m'a raconté que l'année où elle est passée du CE1 au CE2, un beau jour, les gendarmes ont fait une descente dans le village. Ils ont d'abord rassemblé tous les hommes du village, puis les femmes et les enfants, et ils les ont tous emmenés à Palou. Tout au long du chemin, les femmes, les enfants ont dû marcher. Tout le monde était à pied. Nous sommes à Palou. Autrefois, c'était une ville très importante. Mais maintenant, il n'en reste plus rien. Seulement ces ruines. Palou était le carrefour commercial de la région. En arménien, son nom est Palovnit. C'est un lieu historiquement très symbolique, et pour la région, et pour les Arméniens. Mais malheureusement, aujourd'hui, Palou a été rayé de la carte. On a fait descendre les gens par ce chemin jusqu'à l'église qui se trouve plus bas. Et ils ont entassé les femmes et les enfants dans la cour de cette église. Des cris à vous arracher le cœur ont alors éclaté à l'extérieur de l'enceinte. Pour comprendre d'où venaient ces cris et voir ce qu'il se passait dehors, des jeunes filles sont montées sur les épaules des plus grandes. Elles ont alors crié, et ma grand-mère l'a entendu. Ils égorgent les hommes et les balancent dans la rivière. Les gens d'ici ont raconté exactement la même chose. Et on les a fait descendre par cette route. On les a tous égorgés et jetés dans la rivière. Il y avait tellement de cadavres que les piliers du pont étaient bouchés à cause de ces corps qui s'entassaient. Ils ont égorgé ici tellement de gens que les eaux de cette rivière sont restées rouges de sang pendant des jours et des jours. Ensuite, ma grand-mère, ses frères et sœurs et tous les survivants de ces événements ont été contraints d'entreprendre le fameux voyage de la mort. On les a obligés à escalader ces montagnes autour de Palou. Ils ont marché pendant des jours et des jours, des semaines, en ayant soif et faim. Ils ont dépassé la ville d'Elazığ et ils sont arrivés à Maden. Là où le Tigre est profond, la tante de ma grand-mère s'est noyée avec ses 2 jeunes enfants dans le fleuve. Ma grand-mère racontait sans cesse cette histoire, car elle était terriblement choquée par ce qu'elle avait vu. Un des enfants, qui avait été jeté dans l'eau, a ressorti la tête de l'eau, et la tante s'est empressée de replonger sa tête sous l'eau. Mais l'enfant ressort encore sa tête de l'eau, et à nouveau sa tante replonge sa tête et la maintient dans l'eau. Ma grand-mère était complètement bouleversée.
À partir de la fin mai, on va assister à la déportation des femmes et des enfants, c'est-à-dire de gens quasiment sans défense. Nous avons recensé 317 convois de déportés avec une extrême concentration sur les mois de juin, juillet, août, au cours desquels plus d'1 million de personnes vont être déplacées vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie. C'est la police qui dresse la liste des déportés, nominale, par famille, avec le nom du chef de famille même quand il n'est plus là. Ensuite, ça se fait par quartier, selon l'étendue. Le nombre de déportés dans les convois oscille entre 1500 et 5000. On les autorise à louer des charrettes, dans un premier temps. En gros, ces charrettes, ils en bénéficient pour pouvoir mettre des ustensiles, etc. Parce qu'officiellement, il s'agit d'un déplacement pour des raisons de sécurité. Ces charrettes, au bout de 100 ou 150 km, les charretiers donc, qui ont été affrétés abandonnent donc ces déportés sur place et rentrent chez eux. Et là, la longue route, ce qu'on appelle les marches de la mort, commence, c'est-à-dire plusieurs centaines de kilomètres, parfois 1000 kilomètres, pour parvenir jusqu'au désert de Syrie. Ces déportés avaient des biens sur eux quand ils sont partis. Une partie les ont dissimulés sur place, c'est l'obsession des trésors arméniens qui perdurent jusqu'aujourd'hui en Turquie. D'autres ont cousu par exemple des pièces d'or dans la doublure de leur veste, toutes sortes de techniques étaient employées parce qu'ils sont conscients qu'ils vont être pillés sur la route. Et ils le sont pillés. Et quand il ne reste plus rien que les individus eux-mêmes, eh bien les individus deviennent eux-mêmes une marchandise. Et on arrive à une situation où les populations rurales locales n'ont quasiment plus rien à piller. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève les jeunes femmes les plus belles, on enlève les enfants, et dans certaines villes, les jeunes femmes sont vendues pour moins d'1 pièce d'or. Avec les marches de la mort, c'est l'ensemble de la population arménienne d'Anatolie qui est déportée. Au long de ces routes, massacres, pillages, viols et enlèvements d'enfants sont le quotidien des Arméniens. L'épuisement et les conditions sanitaires auront raison des plus faibles. Entre 1 million et 1,5 million d'Arméniens seront exterminés entre avril 1915 et décembre 1916. Il y a 10 ans, Fethiye Çetin a écrit un livre qui retrace l'épopée de sa grand-mère. Un livre qui a réveillé la mémoire de Mehmet. Leurs grands-parents venaient du même village, étaient dans le même convoi. Pour la première fois, Fethiye rencontre Mehmet à Tchermik. Une étape importante dans la vie de sa grand-mère. Plus tard, quand ils sont arrivés à Tchermik, les familles musulmanes ont voulu adopter des enfants. La mère de ma grand-mère ne voulait pas donner son enfant, sa fille chérie. Mais tout le groupe lui aurait rétorqué « Nous allons tous mourir, au moins laisse ton enfant qu'il puisse survivre. » Ce sont des histoires terribles, très éprouvantes. Ma grand-mère me disait qu'une fois arrivée à Mambashi, certaines familles musulmanes ont adopté des enfants. Mon grand-père aussi a été adopté. Il n'y avait pas de camp. Il passait en convoi. Et ils les ont fait marcher jusque-là. Ils étaient à pied. Il n'était pas question de s'arrêter en chemin. Ils sont arrivés dans un état lamentable et ils étaient épuisés. Comme ceux qui fuient l'État islamique en ce moment. Exactement. Quand ils partaient par groupe vers la Syrie, partout en chemin on leur a confisqué leurs enfants, leurs jeunes filles.
D'abord les plus belles, puis les enfants. Que s'est-il passé ici? Ici, que de choses. Au cours des événements de 1915, selon ce que racontait mon grand-père, ils ont fait venir les hommes arméniens dans des camions militaires en leur faisant croire qu'ils allaient les expulser vers l'étranger. Puis, ils les ont jetés ici. Tous les hommes, ici? Oui, ils ont jeté tous les hommes. C'est ce qui se raconte de génération en génération. Peu après, ils ont dit aux femmes et aux enfants, « Allez, préparez-vous, nous allons vous conduire vers vos hommes. Habillez-vous, faites-vous belle, ornez-vous de tous vos bijoux. » Et une fois arrivés ici, ils leur ont confisqué tous leurs bijoux et ils les ont jetés dans ce gouffre. Certaines femmes, en comprenant ce qui se passait, ont gonflé leur torse pour garder leur dignité. Et elles se sont jetées d'elles-mêmes dans le vide. Ici, c'est un endroit où les traces, l'histoire et l'humanité se sont perdues. Et il y a tellement de précipices, appelés précipices arméniens. Il y a tellement de ruisseaux où on a jeté des gens après les avoir égorgés. Il y a tellement d'exemples comme ces gens dont les têtes ont été écrasées avec des pierres. Il faut maintenant que nous regardions en face cette sauvagerie, hors du commun, inhumaine. Au total, sur l'ensemble du territoire, on dénombre 32 sites abattoirs qui utilisent la géographie tourmentée de l'Asie mineure, les gorges, par exemple les gorges que forme l'Euphrate supérieur dans la région de Kema, vers Erzincan, où des escadrons du Teşkilat-ı Mahsusa vont s'installer à demeure et gérer donc les déportés qui passent par là, en les pillant bien entendu, en liquidant les derniers hommes adultes qui s'y trouvent et en envoyant ces déportés toujours plus vers le sud. Les statistiques dont on dispose nous permettent d'affirmer qu'à peine 15 à 20% de ces déportés vont parvenir dans les déserts de Syrie et de Mésopotamie. L'étape finale va avoir lieu entre le mois de juillet et le mois de décembre 1916. 192 750 Arméniens, selon les statistiques officielles ottomanes, sont à ce moment-là encore présents à Zor, à Der Zor, et vont être exécutés par paquets de 3 à 5 000 dans les régions périphériques du désert de Syrie et de Mésopotamie. Et ceci s'est déroulé de façon programmée. Qu'on dise ou non le mot génocide, vous êtes obligé d'accepter une chose, c'est que c'est une infamie. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Abattage, nettoyage ethnique, transfert de population, déportation, mais vous êtes obligé d'accepter que ça a été quelque chose d'horrible, d'infiniment cruel, qui était planifié. Ma grand-mère m'a aussi appris cette expression « reste de l'épée ». On appelle ainsi les survivants du génocide, comme ma grand-mère. La première fois que j'ai entendu ce terme, cette expression, j'étais pétrifiée. Vous passez des milliers de personnes au fil de l'épée, et les quelques-uns qui survivent, vous les appelez les restes de l'épée. On ne dit pas que pour ma grand-mère, bien sûr, mais aussi pour tous les survivants. Tous les restes de l'épée, les rescapés du génocide, n'ont pas été adoptés et islamisés de force. Plusieurs centaines de milliers d'orphelins se retrouvent apatrides et sont recueillis par les troupes alliées victorieuses. Ils partent en Occident, en France, aux États-Unis, au Canada, où ils formeront un peuple en diaspora.
Survivante de l'enfer, Aurora Mardiganian a 16 ans quand elle arrive aux États-Unis. Elle écrit un récit racontant son calvaire. Il sera adapté au cinéma à Hollywood en 1919. Ce film retrace parfaitement les différentes étapes du génocide arménien. Les arrestations, l'exécution des hommes, la déportation des femmes et des enfants, les pillages, les viols et la mort. La fin de la Première Guerre mondiale sonne le glas de l'Empire ottoman et la chute du régime jeune turc. Enver, Cemal et Talat Pacha fuient le pays pour l'Allemagne. Condamnés à mort par contumace pour l'organisation des déportations et crimes de masse, ils finiront tous trois assassinés. En Turquie, on tourne la page, on oublie, on regarde vers l'avenir. L'homme providentiel s'appelle Mustafa Kemal, un ancien officier de l'armée. Il se baptisera lui-même Atatürk, le patriarche des Turcs, l'homme fort de la toute nouvelle Turquie, une société laïque qui s'empresse de donner le droit de vote aux femmes, de s'occidentaliser, en apparence tout au moins. Atatürk redonne confiance et fierté aux Turcs, une situation rêvée pour réécrire l'histoire ottomane, oublier le fantôme arménien. L'État de la République de Turquie est fondé sur un génocide, car la République a été créée par les jeunes Turcs et elle est sa suite logique. Nous ne voyons pas cela uniquement dans l'organisation de l'État, mais nous le constatons également dans ses propres lois, les mêmes qu'auparavant. C'est le système dans son ensemble qui est une continuation du génocide, une conséquence des jeunes Turcs. Et c'est ce que j'ai commencé à comprendre. L'histoire n'appartient pas encore au passé. Elle est toujours d'actualité. Jusqu'à très récemment, toucher à l'histoire, c'était quelque chose de très dangereux. C'était un problème politique. À l'école, on ne nous racontait rien de l'histoire. Dans notre entourage non plus. Ce n'était pas un sujet de discussion. Et on n'en parle pas à haute voix. Nous n'avions aucune information concernant ce sujet, bien au contraire. On nous racontait des histoires glorieuses de notre passé, des histoires nationalistes, turcophiles, racistes, chauvines. À cause de tout cela, j'ai d'abord été très surprise. Mais ensuite, en y réfléchissant un peu, j'ai compris que tout ce que me racontait ma grand-mère était absolument vrai. Nous ne connaissions l'existence de 1915 que dans le cadre et la perspective de l'histoire officielle. Moi aussi, ma tête a été prise en otage par les lignes rouges de l'histoire officielle. Mais à partir du moment où j'ai pu me libérer de ces chaînes, je suis devenu libre, libre de penser par moi-même. Pendant un temps, les autorités l'ont ignoré, fait comme si ce génocide n'avait jamais existé. Et après, quand ils ont dû en parler, ils ont commencé par accuser les Arméniens. Les Arméniens sont des traîtres et nous poignardent dans le dos. C'est justement pour cette raison que nous nous sommes trouvés dans l'obligation de les déporter. Ils sont mauvais, dangereux. 3 générations pratiquement sont nées soit dans le déni, soit dans l'ignorance totale. Et au bout de 3 générations, 4 générations même, il est très difficile de faire comprendre aux gens que oui, il y a 100 ans, ceci ou cela s'est passé, alors que tout le système éducatif, les médias, tout a contribué à tout simplement passer l'éponge sur cela. Alors, le déni côté turc ou l'ignorance côté turc a été assez facile à établir, puisque il suffisait
de bien fermer le placard avec tous les squelettes dedans, c'est-à-dire de ne pas en parler. C'est vraiment une mémoire qui a été manipulée, qui elle-même s'est estompée, d'autant plus que le nationalisme turc étant, comme tous les nationalismes, mais peut-être plus que d'autres, paranoïaque, et reposant sur des théories du complot, il est très facile de convaincre un citoyen turc de ce que les demandes arméniennes ne sont qu'une manipulation des forces du mal, etc. Les Occidentaux, ça marche très bien. La preuve, à Ökdös, où un musée négationniste a été érigé en 1997. La réécriture de l'histoire y est consternante. Un de ses initiateurs est Göksel Gülbey, président de l'Association internationale de lutte contre les allégations arméniennes infondées. Nous sommes ici dans un musée et un mémorial érigé en souvenir des Turcs qui ont été massacrés par les bandes armées arméniennes lors de la Première Guerre mondiale. C'est le monument le plus haut de la Turquie. Nous exposons ici les photos des massacres qui ont eu lieu dans différentes régions. Il y a aussi un mémorial du génocide en Arménie et nous nous sommes dit, eux, ils font un mémorial pour ce soi-disant génocide alors que c'est nous qui avons été massacrés. Pourquoi nous ne ferions pas la même chose? Nous sommes dans notre bon droit. Pourquoi laisser passer une telle injustice? Alors nous avons conçu ce musée comme une riposte. Nous combattons les thèses défendues par la diaspora arménienne et dirigées contre la Turquie et les Turcs. Que disent ces thèses? Eh bien que nous, les Turcs, lors du transfert de population de 1915, on les aurait massacrés. Ils prétendent que le 24 avril, on aurait commencé un génocide contre eux. Moi, je leur demande, le 24 avril, y a-t-il eu une déportation de population? Eh bien non. Y a-t-il eu un massacre? Eh bien non. Genocide is a new word combining the Greek word genos, genos meaning race or group, with the root of the Latin sidere meaning to kill. Dr. Raphael Lemkin, who is professor of law at Yale University and specializing in teaching matters about the United Nations. Dr. Lemkin is the man who created the word genocide. Dr. Lemkin, could you give us a little background on how you came to be interested in this genocide? I became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, and after the Armenians, Hitler took action. Le terme génocide date de la Deuxième Guerre mondiale. Lemkin, pour bâtir le mot et le concept, s'est principalement inspiré de l'exemple arménien. Lemkin a été alerté, tout jeune étudiant en droit en Pologne, à Lvov, par le procès de l'assassin d'un des principaux responsables du génocide, Mehmet Talat. Donc ce procès se tient à Berlin. Au cours du procès, on découvre non pas le meurtre de Talat, mais tous les crimes commis par la victime. C'était pratiquement le procès de la victime qui s'est fait. Mes réflexions sur 1915, sur le génocide arménien, se sont élaborées au cours d'un processus. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je ne me suis pas dit un beau matin « Oh, mais c'est un génocide » ou « C'est une page infâme de l'histoire ottomane ». En fait, c'est un processus paradoxal qui accueille en son sein beaucoup de contradictions. Après, dans les années 1970, il y a eu les attentats perpétrés par l'Asala, l'armée de libération arménienne. Leurs actions, je les ai toujours considérées comme des actes terroristes ignobles, et je continue à les considérer ainsi. Mais en même temps, et de façon paradoxale,
Ces actions de violence, de terreur commises par la Salah ont mis au devant de la scène les événements de 1915 et le génocide arménien. Nous ne connaissions pas la réalité sur 1915 et nous ne savions pas si ce qui était écrit dans nos livres d'histoire était véridique ou non. Avant les attentats de ce groupe terroriste arménien, la Salah, qui cible et assassine les officiels turcs, le génocide n'était évoqué ni en Occident ni en Turquie. Le placard aux squelettes a été réouvert dans les années 70 par la Salah. Ça a permis à l'État turc de montrer du doigt des terroristes, des anarchistes, des meurtriers. Ce qui a vraiment ouvert le placard, c'est les années 80, les années 90, c'est-à-dire l'ouverture de la Turquie elle-même au monde extérieur, le fait qu'on commençait à voir, à entendre des choses de plus en plus différentes, disons, de ce qui était le discours monolithique. Et ensuite, ça a été un effort intellectuel. On a fait un chemin extraordinaire, extraordinaire. On n'y est pas encore, mais le tabou s'est écroulé. Quand j'en ai parlé avec mon entourage, je me suis rendu compte que tout le monde avait une histoire à raconter. Presque tout le monde avait entendu des choses concernant 1915 de la part de ses grands-parents, mais jusqu'à ce jour, nous n'avions pas pu partager ces histoires entre nous. Puis c'est un immense sentiment de honte qui m'a envahi. Tout d'abord, parce que l'autre branche de ma famille était turque. Cette honte, je la traîne jusqu'à aujourd'hui. Je vis en permanence avec elle. Je la vis de manière intense, car nous n'avons toujours pas pu affronter notre histoire. Et nous sommes toujours sous le poids de cette négation. Malgré une lente évolution de la société turque et une timide ouverture du pouvoir en place, pour les quelques dizaines de milliers de descendants d'Arméniens vivant en Turquie, il est encore très difficile d'assumer et d'afficher son arménité. À Diyarbakir, quelques dizaines d'entre eux se sont mobilisés pour restaurer leur église. Un des leaders de la communauté se bat jour après jour pour leur reconnaissance. Gafour, à l'instar de Fethi Etchetin, est un descendant de rescapés du génocide, un reste de l'épée. Dans notre famille, l'identité arménienne n'a pas pu être sauvée lors des premières générations, car tous les rescapés du génocide ont dû se convertir à l'islam. Ils ont été islamisés de force. C'est bien plus tard qu'on a pu parler de notre propre identité, car pour les musulmans, l'arménien est un gavour, un chien d'infidèle, un mécréant sale et mauvais. Par conséquent, les Arméniens islamisés de force n'ont plus parlé de leurs racines, ils les ont cachés. Ils ont honte car ils se disent « Mais que va penser mon voisin s'il l'apprend ?» Il est donc très difficile de vivre dans la société en assumant son identité arménienne. C'est encore aujourd'hui très compliqué. Être arménien à Diyarbakir, c'est encore pénible. Et parfois les Arméniens d'Europe ou d'Amérique, de la diaspora, viennent ici et ils nous critiquent, car ils ne comprennent pas notre situation. Eux, en Europe, ils ont peut-être des difficultés, mais ils peuvent ouvertement dire qu'ils sont arméniens. Personne ne les embête, et ils peuvent vivre librement leur religion et parler leur langue s'ils le veulent. Personne ne vient les obliger à se convertir à l'islam, à devenir musulmans. En France, par exemple, personne ne subit ça, et les gens ne les offensent pas en les traitant de mécréants. Alors qu'ici, en Turquie, dire que quelqu'un est arménien, c'est une insulte.
Ce clocher a été construit en 1914. Mais après le génocide, en 1916, en prétextant qu'il était plus haut que les minarets des mosquées, l'armée l'a démoli. Pour le détruire entièrement, ils ont tiré dessus au canon pendant une semaine. En restaurant notre église, nous avons décidé de reconstruire notre clocher puisqu'il n'y en avait plus depuis un siècle. Et aujourd'hui, à Diyarbakir, on entend à nouveau sonner les cloches. 2 fois par jour, elles sonnent désormais, et j'en suis très fier. Il est vraiment très beau, notre clocher. Il est aussi haut qu'autrefois? Non, nous l'avons reconstruit un peu plus petit, on ne sait jamais. En 2007, le journaliste turc d'origine arménienne Hrant Dink est abattu par un jeune nationaliste turc. Fondateur du journal Agos, Dink œuvrait pour le rapprochement entre la Turquie et l'Arménie. Si proche, si loin, comme il aimait le répéter. Hassan Cemal était son ami, Fethiye Çetin son avocate. Il existe en Turquie un avant et un après Hrant. Il y a une chose qui a beaucoup été dite, mais qu'il faut que je répète. Plus de 100 000 personnes ont participé à ses funérailles à Istanbul. Et cette foule a marché tout en scandant « Nous sommes tous arméniens, nous sommes tous Hrant Dink ». Avec sa mort en 2007, suite à cet assassinat ignoble, j'ai commencé à comprendre comment mon intelligence, mon histoire personnelle avait été capturée par l'histoire de la Turquie. J'ai vraiment commencé à me poser des questions. Quand j'ai commencé à militer et à m'intéresser aux droits des minorités, tout naturellement, j'ai fait la connaissance de Hrant Dink. Car en sa qualité de personnalité importante de la communauté arménienne, il était toujours sur le devant de la scène. Quand il a été traduit devant la justice, il m'a demandé d'être son avocate. À cette époque, Hrant était vraiment un individu qui sortait du lot, parmi tous ces Arméniens qui étaient tous effacés, qui étaient silencieux et en retrait. Mais lui, il ne se taisait pas, il parlait. Sans aucun doute, l'assassinat de Hrant Dink a été une fracture incroyable dans ce pays. C'est triste à dire, et on ne l'aurait voulu pour rien au monde. Mais après sa mort, il est devenu plus important que lorsqu'il était vivant. Quand je me suis rendu en Arménie, à Erevan, en septembre 2008, l'événement le plus important a été la visite que j'ai effectuée au mémorial du génocide. J'ai traversé une grande tempête existentielle, mais j'ai également ressenti une paix intérieure, parce que j'avais accompli quelque chose que je me devais de faire. J'étais plus en paix avec moi-même. Je savais très bien que je me ferais insulter par les nationalistes en Turquie. On me dirait que je suis un traître à la patrie. Je savais tout cela, mais je l'ai fait quand même. Actuellement, le mot génocide ne constitue plus un tabou. Mais toutefois, le mot génocide reste toujours interdit. Plus exactement, on peut encore vous arrêter et vous poursuivre en justice en vertu de l'article 301.
Le livre que j'ai écrit est très clair. Après l'avoir appelé 1915 génocide arménien, comment pourrais-je dire que mon grand-père était un homme bien? Vous le pourriez, vous? Nous avons restauré ces fontaines avec les paysans dans le cadre d'un projet que nous avons commencé en 2009 et qui s'est achevé en 2012. Quand on m'a appelé pour me dire « Vous savez, dans le village de votre grand-mère, les fontaines sont en train de s'effondrer » et qu'on m'a envoyé des photos, alors c'est à ce moment-là que l'idée de ce projet a germé dans ma tête et c'est devenu un rêve. Je me suis dit, réparons ces fontaines tous ensemble, les Turcs, les Kurdes, les Arméniens. Et en réparant ces fontaines, souvenons-nous de notre passé. Par le biais de ce projet, affrontons notre passé et obtenons la réconciliation, le rapprochement entre nous. Buvons en la mémoire de l'âme des êtres qui ont tant souffert. Buvons ensemble la même eau à la mémoire de celles et ceux qui sont morts. Tekrar görüşürüz inşallah. Mehmet'e çok selam söyle.